merci à tous les deux. On va passer à la deuxième partie. Et peut-être Christophe Delcourt, si vous voulez commencer. Oui, à ce stade de notre discussion, moi je voudrais insister sur le fait que depuis des décennies, nous sommes confrontés à un mouvement de transformation des services publics, de la fonction publique. Et quand on essaie de comprendre comment celles et ceux qui gouvernent procèdent, en fait, on finit par comprendre que c'est en transformant le travail qu'ils transforment de manière régressive les services publics et la fonction publique. Et en fait, dans les interventions qui ont été prononcées jusqu'à présent, je pense que ces interventions confirment ce processus. Et donc, je remercie les parlementaires d'organiser ce colloque, non pas en leur disant, mais en nous disant qu'il y a une première réflexion à mener et probablement un défi à relever, c'est comment ensemble on se réapproprie le travail, qu'il s'agisse des services publics, de la fonction publique et même du secteur privé. Et je pense que ça, c'est probablement quelque chose que nous ne travaillons pas assez ensemble. Juste un éclairage quelque peu historique, je vais essayer de ne pas trop les multiplier, ces éclairages historiques, mais ça renvoie quand même à ce qui a été fait à un moment donné par les parlementaires. Et je pense à la loi organique, aux lois de finances de 2001. Que se passe-t-il à ce moment-là de notre point de vue? On assiste en fait, de par la loi organique relative aux lois de finances, à la mise en œuvre de cette contre-révolution s'agissant des services publics et de la fonction publique. Je vais aller trop vite. Les parlementaires pratiquent ça mieux que moi. Mais il se trouve que l'approche aujourd'hui des lois de finances, elle se fait par coût rendement, objectif, indicateur. Alors je le dis tout de suite, d'autant plus que je suis originaire des finances publiques, il ne s'agit pas de dire qu'on n'a pas besoin de se doter d'objectifs, y compris dans une logique de planification. Il ne s'agit pas de dire qu'on n'aurait pas besoin de procéder à des évaluations. Encore faut-il qu'on se mette d'accord sur la logique poursuivie. Et donc, ça va m'amener à dire que la logique poursuivie aujourd'hui, nous semble-t-il, ça n'est plus une logique, comme l'on dit, d'intérêt général. Et en fait, ce qui se cache derrière ça, et dans quelques semaines, on sera très intéressé par ce que feront les parlementaires s'agissant de la loi de finances et de financement de la sécurité sociale, mais c'est bien la question, oui ou non. Est-ce qu'on mobilise la richesse produite par le monde du travail pour financer, y compris une certaine conception des services publics et de la fonction publique, ou non? Je dis quelques mots sur, nous semble-t-il, une situation extrêmement préoccupante, mais qui est liée à ce que je viens de dire dans les services publics et la fonction publique. On risque de vous amener à considérer que, comme d'habitude, la CGT serait dans l'exagération. Je pense que toutes les conditions ont été et sont réunies pour provoquer un immense burn-out des agents publics. Alors, je ne vais pas reprendre, mais moi j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce que vous avez dit. Je vais juste donner quelques exemples. Quand aujourd'hui, vous travaillez à Pôle emploi France Travail, je suis désolé de dire qu'on vous demande d'organiser la chasse aux chômeurs. Premier exemple.
Quand vous travaillez donc dans des services préfectoraux, il y a quelques jours, il y a eu un article dans Le Monde très intéressant, et que vous savez que vous n'êtes pas en mesure de rendre un service public satisfaisant s'agissant de la manière dont on délivre correctement et dans des délais corrects des titres de séjour, vous êtes confronté à une crise du travail, de votre travail, qui est gigantesque. Et moi, j'espère que je n'aurai pas trop de problèmes, qui suis contrôleur des finances publiques, eh bien, j'ai bien en tête le volume de la fraude fiscale au sein de la société française. Et je sais que c'est directement lié à des problématiques de travail. Voilà, je donne 3 exemples. Donc, je pense qu'il y a de fait des agents publics qui sont confrontés à un conflit de valeurs de plus en plus important. Ce conflit de valeurs, c'est nous sommes là pour rendre un service public, pour servir l'intérêt général, et en fait, c'est comme ça qu'il faut le dire, nous semble-t-il, on nous empêche de le faire. C'est bien comme ça qu'il faut le dire. Mon 4e élément, c'est de dire qu'il faut voir à quoi il s'attaque. Alors, on n'aura pas le temps, mais je redis ici que quand on s'intéresse plus particulièrement à la fonction publique, il n'y a pas que des fonctionnaires chimiquement purs. On est confronté à une montée en puissance organisée des agents non titulaires. Nous n'avons absolument rien, évidemment, contre les agents non titulaires. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en organisant ce qu'ils organisent s'agissant du rôle et de la place des fonctionnaires, et en organisant sans cesse des attaques contre le statut général des fonctionnaires, ils font quoi en fait? Ils s'inscrivent dans cette contre-révolution dont je vous ai parlé. Parce que le problème du statut général, c'est qu'il est organisé sur des principes. D'ailleurs, Daniel, dans sa proposition de loi, a beaucoup travaillé sur la question des principes. Mais je rappelle, nous, intérêt général, donc principe d'égalité de traitement, principe d'indépendance. Nous sommes indépendants vis-à-vis du pouvoir politique, du pouvoir économique, d'un éventuel pouvoir religieux, etc., etc. Et le fameux principe de responsabilité. Donc ça, c'est aussi un très gros problème qui crée des conflits s'agissant de la conception même que nous avons de ce que doit être le travail et du statut afférent à ce travail. Et je le dis, le statut, ce n'est pas le problème de Christophe Delecourt, fonctionnaire. Le statut, c'est d'abord une exigence pour les citoyennes, les citoyens, les usagères, les usagers. Je vais terminer parce qu'il me semble qu'on a vraiment besoin d'échanger. Moi, je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse sur les chocs produits s'agissant du rôle et de la place de l'État et donc du rôle et de la place des collectivités. Aujourd'hui, il y a un problème majeur par rapport à ça. Et ce vers quoi ils veulent toujours aller, paraît-il qu'il y aurait donc un nouvel acte de décentralisation. Mais en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire, et je ne prêche pas pour le versant de l'État, j'espère que je suis bien clair, on organise des transferts de missions. Dans le même temps, les parlementaires savent qu'on prive de plus en plus les collectivités locales des moyens de financement. Que reste-t-il aujourd'hui de l'impôt local? Comment évoluent aujourd'hui les dotations budgétaires? Et donc, dans la réalité, là aussi, de par la loi de finances, c'est une impossibilité de mise en œuvre de toute une série de services publics et de politiques publiques. J'attire l'attention sur le fait que ce colloque est d'importance parce qu'il intervient à un moment où, si on s'intéresse à ce qui se passe
J'ai horreur de cette expression, je n'en trouve jamais d'autre, tant pis pour moi, s'agissant de la gouvernance des politiques publiques. J'attire l'attention ici que notre République sociale, on l'a construit sur le principe de l'indivisibilité. Aujourd'hui, de par les textes qui ont été produits, on donne au préfet les moyens de déroger à toute une série de politiques publiques, à organiser dans des conditions dérogatoires la mise en œuvre de ces politiques publiques et des services publics. Et donc j'attire votre attention et j'attire l'attention des parlementaires, que je remercie encore, sur le fait qu'on est en train, dans la réalité, d'organiser, y compris en recourant à la loi et au règlement, l'inégalité de traitement. Je termine en disant que ce colloque, il est d'importance parce que quand on regarde l'état de fracturation de la société française, en fait, si nous ne parvenons pas ensemble à créer, y compris par le rapport de force, soyons clairs, les solutions et la mise en œuvre d'un autre type de société, l'actualité d'aujourd'hui et de demain, même si nous avons apporté la démonstration contraire en 2024, c'est la question de l'extrême droite. Ce colloque, il est important parce que, de fait, il s'inscrit dans la nécessaire bataille contre l'extrême droite. Et je vous le dis, quand on regarde de près différentes études produites, les citoyennes et les citoyens, les usagères et les usagers, une partie du vote fascisant est liée à ce dont nous parlons, c'est-à-dire le fait qu'ils ont organisé soit l'impossibilité, soit la difficulté, soit l'inégalité dans l'accès aux services publics. Mais je vous le dis, nous, en tant qu'organisation syndicale, ce que nous savons, Luc Rouban a produit des choses très intéressantes sur ça, c'est que le vote extrême droite, y compris aux élections professionnelles, il progresse chez les agents publics. La solution fondamentale pour moi, je ne donnerai que 2 éléments, c'est la démocratie, c'est comment on fait ensemble, et de ce point de vue, le Parlement a un rôle très important pour reconstruire la démocratie au travail et dans la cité, et on est, qu'on le veuille ou non, sur qui s'approprie les richesses et pourquoi faire. Merci. Oui, bonjour à toutes et tous. Je vais rebondir sur la destruction du service public comme vecteur de développement des idées d'extrême droite et de l'extrême droite, parce que ça me paraît effectivement un point essentiel. Nous, centres sociaux, on est répartis sur la totalité du territoire. Il y a 2400 et quelques centres sociaux. On en fédère 1600, des centres sociaux municipaux et associatifs, ruraux, urbains, périurbains. Et on est confronté sur tout le territoire à cette question de la destruction du service public, de la dématérialisation. Et je pensais tout à l'heure, en écoutant les interventions, à un livre qui m'a un peu déçu sur le fond, mais qui est quand même essentiel, qui a tué mon père d'Édouard Louis, et qui pose la question de qu'est-ce qui a fait, quelles décisions publiques ont fait que son père est mort, lié à tout un tas de problèmes de santé qui s'expliquent par, là encore, d'une certaine manière, une destruction du service public. Est-ce que dans 20 ans ou dans 30 ans, avec le recul, on dira mais qu'est-ce qui a pu se passer en France dans les années 2000, tu citais 2002, 2000 à 2025, voire peut-être encore si on n'arrive pas à arrêter cette mécanique infernale, d'accepter la destruction du service public
tout en dématérialisation, sans penser l'alternative. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'on ferme des guichets et à côté de ça, on ne prévoit pas la bonne manière de gérer et ça se fait à l'arrache. C'est incroyable, quoi. Et en fait, collectivement, on n'a pas su, on n'a pas pu lutter contre cette machine infernale. Et c'est quand même incroyable. Et ce transfert de charge entre, c'est ce que tu citais, ce transfert de charge entre usagères, usagers, services publics, pardon, et usagères, usagers, et ben, évidemment, il y a des usagères, usagers qui y arrivent, et il y en a qui n'y arrivent pas. On a des chiffres hallucinants. Et donc, après, il faut faire appel à des aidants qui sont la famille, les amis ou les associations. Et donc, nous, centres sociaux, on est effectivement, on est bien placé pour aider les gens parce que ça fait aussi un peu partie de notre fonction. Mais en fait, on est arrivé au bout du bout. C'est-à-dire que, juste un chiffre, en 2020, il y avait 690 000 personnes qui venaient dans les centres sociaux pour de l'accès au droit. Ça faisait déjà 300 personnes par structure en moyenne. En 2023, c'est des chiffres hyper précis parce qu'on a un observatoire partagé avec la CNAF, c'est des chiffres officiels. En 2023, 1 358 000 personnes. Donc 620 personnes par structure en moyenne. Voilà, tout est dit. C'est-à-dire qu'en 3 ans, on a doublé les personnes qui ont besoin d'accès au droit. Et c'est très majoritairement la dématérialisation. Ça n'est pas que ça, c'est aussi dans la même période une situation sociale aggravée. Mais très majoritairement, c'est la question de la dématérialisation. Et nous, en fait, on est obligé, parce que le service public est mis en branle et détruit, on est obligé de faire un service d'accompagnement officieux pour aider les usagers, parce qu'il y a des situations d'urgence immédiate. Quand quelqu'un doit faire cette déclaration d'impôt et qu'il ne sait pas la faire, soit on dit non parce que non, c'est pas à nous de le faire, soit on le fait, quoi. Et en fait, ça crée des choses incroyables. C'est-à-dire que ça crée déjà une spirale sans fond. C'est-à-dire que là, on a doublé en 3 ans, mais on se revoit dans 3 ans, on aura doublé, voire plus. Et puis, surtout, c'est-à-dire qu'on n'est pas des experts de tout ce qui est public. Même chose que ce qui a été dit sur France Service. C'est-à-dire qu'on est confronté à des situations complexes, parce qu'en plus, c'est ce que tu disais, les gens qui sont les plus en difficulté, c'est les gens les plus précaires, qui ont des parcours compliqués, etc. etc. Et donc, quelqu'un qui vient, on a les cas concrets et on a une mobilisation. Daniel, vous en parliez à propos d'un mouvement des associations à Paris sur la retraite. Les retraités immigrés qui étaient accompagnés pour les dossiers de retraite, c'était des carrières hachées, et les gens qui, au bout de 6 mois, n'avaient pas leur retraite. Qu'est-ce que ça fait concrètement pour les intervenants dans nos associations, soit bénévoles, soit professionnels? C'est qu'en fait, on est impuissant. Et en plus, avec une CNAV, là, en l'occurrence, qui répondait aux abonnés absents, c'est-à-dire qu'on n'a pas de guichet pour... Et puis, un déni, en plus, de la réalité du fait que, quand on discutait avec la CNAF après cette mobilisation-là, avec la CNAF, pardon, dans cette mobilisation-là, nos chiffres de taux de réponse du centre d'appel sont, je ne sais plus, 99%, etc., etc. Enfin, tout était parfait, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait d'un côté des indicateurs qui étaient au top, et puis de l'autre côté, des gens qui étaient dans une situation inextricable. Et c'est leur vie qui était en jeu, quoi. Et ça, c'est ça, aujourd'hui, la situation des associations ou des centres sociaux municipaux face à ça. Et en fait, cette tension entre
d'un côté, en fait, on n'est pas là, nous, on n'est pas là pour faire de la réparation à tout prix, on est aussi là pour faire de la transformation sociale. Et en fait, on est pris dans un truc sur lequel voilà, parce qu'il y a cette urgence-là, on est pris, alors qu'il faudrait travailler la question du moyen terme, et on ne peut pas. On est pris entre c'est que des demandes individuelles, comment on les transforme en des sujets collectifs, parce que alors c'est ce qu'on a réussi à faire sur la retraite à Paris, mais on n'arrive pas toujours à le faire, à mettre ensemble les gens et les associations et dire il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait, quoi, et essayer de le travailler à la source. Bon, ça, c'est pas gagné. Il y a un problème aussi de posture, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour être des sauveurs, en fait, et on est là pour être des passeurs, faire de l'intermédiation, et en fait, parfois, on est transformé en sauveur. Et puis, oui, enfin, tout ce qui est le travail social versus l'animation, en fait, où on oscille entre les deux. Donc, enfin, notre métier change aussi, en fait. Change ou se transforme, alors qu'il ne devrait pas tant que ça. Donc en fait, cette question du sens au travail, en tout cas du sens de notre action, nous, centres sociaux, elle est pour moi essentielle. Et je suis aussi d'accord avec Christophe sur le fait que politiser la question de la réappropriation du travail partout, et je pense un enjeu absolument essentiel. Il l'est aussi dans les associations de solidarité, où on a effectivement des pertes de sens, ou voilà, parce qu'il y a aussi, on n'en parle pas, mais il y a aussi des associations qui se transforment dans un mode assez néolibéral, hein. Enfin, je veux dire, faut pas se cacher derrière notre petit doigt. Donc en fait, toute cette question du sens du travail, elle est pour moi vraiment fondamentale. Je suis un peu long, donc juste pour conclure, en gros, bon, il y a des choses qui ont déjà été dites sur ce qu'on pourrait travailler, sur la question du droit à un accueil, droit irrépressible à un accueil humain. C'est l'objet de la proposition de loi, notamment la question de l'hybridation vraiment intelligente entre les guichets physiques et les outils, des outils numériques, le travail en amont avec les usagers absolument essentiel. La question de la médiation sociale et numérique, ça a été évoqué, pour moi, est fondamentale. Après, il y a quelque chose peut-être qui est assez peu travaillé encore aujourd'hui entre nous, en tout cas pas à ma connaissance, c'est deux choses. C'est déjà qu'on ait encore plus factuellement, mais je veux dire factuellement pas en termes de chiffres, mais en termes de qualité, de l'impact concret sur la vie des gens de cette dématérialisation et de cette destruction du service public, et que en regard de ça, on revendique un espèce, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais en tout cas cette question un droit opposable au service public, dans le sens, parce que avoir quelque chose qui est totalement générique sur le droit, un droit au service public comme ça un peu éthéré, c'est comment, en fait, par des mécanismes qui seraient le mieux offrant, enfin je ne sais pas comment le formuler, en cas de problème pour un usager, quand il y a eu rupture de droit, il est le droit le plus favorable, et quelque chose qui pourrait peut-être être un point d'appui sur les luttes à venir. Voilà. Alors, on a un peu débordé sur le temps, donc je vais prendre 2 interventions. En commençant, je pense que vous êtes intervenu. Non, je ne suis pas intervenu. Non, ok. Donc, on a les 2 interventions. Je ne suis pas intervenu, mais j'avais envie de le faire dès la première discussion. Je suis en fait bénévole dans un centre social du foyer de Grenelle, dans le 15e arrondissement, à la fois au titre de la domiciliation des étrangers dans une association qui s'appelle Domasile, et également en tant qu'écrivain public, qu'on appelle d'ailleurs maintenant écrivain public numérique, puisque effectivement c'est l'essentiel du travail qu'on fait, c'est les liaisons avec l'administration.
Et je souscris, je dirais, à 200% avec tout ce qui a été dit jusqu'à présent, que ce soit des problèmes rencontrés par l'étranger ou autres. C'est ce qu'on constate tous les jours, donc sur le terrain. Mais je souscris aussi au fait de dire que tout ça, et c'est d'où l'importance de ce colloque, correspond à des choix politiques et économiques. Et pour illustrer ça, je dirais, de mon expérience terrain, le système qui est le plus dématérialisé, le plus inhumain, c'est bien celui de la nef et de l'administration des étrangers. Donc, choix politique, je dirais, par excellence. Et le système le plus efficace, et peut-être que vous me direz le contraire de votre position intérieure, c'est celui des impôts. Parce que l'administration des impôts a laissé des guichets physiques qui fait que quand vous êtes dans une situation compliquée, vous pouvez sans problème avoir au téléphone ou envoyer au centre des impôts local un administré qui va y résoudre son problème. Et donc là, on a l'illustration, pour moi, absolument typique, que ce sont les moyens qui sont engagés par choix politique, par choix économique. Dans un cas, il s'agit de faire rentrer des recettes. Dans un autre cas, il s'agit de bloquer les étrangers et de voilà. Donc c'est l'illustration qu'une démarche politique et institutionnelle que vous exercez ici est là, à mon avis, la justification de ce colloque. Voilà, c'est tout ce dont je voulais attester au niveau terrain. Bonjour. Donc, merci déjà pour le colloque. C'est vraiment indispensable, ce genre de choses. Donc, je suis Nicolas Galipides de la Fédération Sud PTT et je partage complètement ce que dit mon camarade Christophe Delcourt sur la menace de l'extrême droite. Il y a eu des études. Il y a une étude qui est pas mal de l'Université de Lille qui fait vraiment le lien entre ce qu'ils appellent le vote populiste et ça. Alors, évidemment, ce n'est pas les seules raisons. Il y a beaucoup plus de raisons moins avouables, mais c'est une des questions. En ce moment, on discute pas mal. Alors, je vous donne juste c'est une question aussi qu'il faut adresser aux parlementaires, parce que moi, on est très optimiste à Sud PTT, sans ça, on serait pas encore là. Et on pense que les services publics, c'est vraiment un outil fabuleux pour aller à l'offensive contre l'extrême droite. Parce que si on légifère, si on pose des textes, si on pose des choses qui remettent ça au centre du débat, au cœur de la société, etc., je vois difficilement comment on peut voter contre. J'avais discuté déjà avec Madame Poncet sur, par exemple, les colis ultramarins, les colis du service public outre-mer, ils sont surtaxés de folie. Ils sont à entre 50 et 300%. Il y a un projet de loi qui devrait arriver dans pas trop longtemps. Je vois difficilement comment, en ce moment, on peut voter contre un truc pareil. Ça, c'est une chose. Et deuxième chose, il y a une notion qui est très importante, c'est la notion du mépris. Alors, c'est curieux parce que cette semaine, il y avait une émission sur France Culture qui en parlait très bien. Et c'est vrai que tout ce que j'entends là et tout ce qu'on va entendre encore après tout à l'heure avec les camarades, il y a une dose de mépris qui est hallucinante, en fait, sur toute une partie de la collectivité, avec plein d'étages, etc. Et c'est vrai que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut absolument combattre, mais qu'il est possible de combattre. Et c'est vrai que la balle, elle est vraiment dans le camp des parlementaires. Et je finis là-dessus. On a interpellé précisément le président de la Poste sortant là, en lui disant « Mais vous n'avez pas l'impression d'être responsable de la montée de l'extrême droite en fermant 3500 bureaux de poste en 4 ans ?» Et il a répondu ça, écoutez bien, « J'assume ». Donc le mec assume ça. Mais sinon, ça me coûte 400 millions d'euros par an. C'est-à-dire si je dois payer les guichets. Le gars assume. Et ça, c'est quelque chose aussi à adresser aux parlementaires parce que tous ces patrons d'entreprises publiques et ces patronnes, puisque maintenant ça va être une patronne à la Poste, c'est des gens qui portent quelque chose. Et aujourd'hui, dans les textes de la Poste, dans le document de référence qui sort sur la Poste, le service public est rentré dans la cartographie des risques. Ça veut dire que l'entreprise, la Poste, considère que assurer les missions de service public, c'est un risque parce que ça coûte cher. Voilà, je ne suis pas plus long, mais là, il y a un taf génial à faire pour les parlementaires. Merci. Vous voulez répondre rapidement, s'il vous plaît, 2 mots? Oui. Moi, ce que je souhaiterais dire, c'est que il n'y aura pas de possibilité de répondre, nous semble-t-il, aux défis du XXIe siècle. Donc nous, à la CGT,
On essaie de travailler donc à la fois sur reconquête des activités et des emplois industriels, bifurcation donc écologique, et on pense qu'il y a un outil qui peut faire ça, c'est non pas donc le capital, mais le service public, la fonction publique. Et moi, ce que je trouve, c'est que notre colloque, il est en fait plein d'espoir pour ce siècle, parce que si, au travers d'un tel colloque, d'autres initiatives, ce point de rencontre qu'on essaie de construire entre la sphère syndicale, la sphère associative et la sphère politique, pour porter l'alternative, je crois que on a raison de rester plein d'espoir. On n'est pas dans un mouvement, que sais-je, de défait, etc. Bien au contraire. Et en fait, on voit bien que le patronat, c'est le profit. Nous, c'est une certaine conception du travail, je réinsiste. Un travail pour produire des richesses qui permettent donc ensuite de financer la dépense publique, donc de financer, puisque tu me disais qu'il y avait eu quelque chose d'important hier, si j'ai bien compris, à la fois donc les grands services publics à réseau, la fonction publique au sens de ces trois versants, l'État, la territoriale, l'hospitalière, mais aussi tous nos systèmes donc, de sécurité sociale et de protection sociale. Et je vais terminer. Je suis vraiment dans mon rôle, je pense, de syndicaliste. Ce qui est en train de se passer là, en ce mois de septembre, y compris le 2 octobre, 10 septembre, une mobilisation citoyenne, 18 septembre, une mobilisation syndicale, et le 2 octobre, moi je pense quand même que ce qui est intéressant, c'est que nous arrivons ensemble, ce colloque aussi fait partie de cette réussite-là, à faire que c'est de ça dont on parle aussi. Et non pas simplement de l'idée, notre problème, ce serait l'impossibilité de financer, notre problème, ce serait la question des immigrés, notre problème, ce serait la question de la jeunesse, notre problème, ce serait la question des retraités, etc., etc. Et nous, ce qu'on observe, nous, dans la fonction publique, il y a 63% de femmes, c'est qu'on est aussi dans ce formidable mouvement, MeToo, etc., où on voit bien donc qu'il y a des possibilités de mobilisation et ensemble de porter des alternatives. J'ai envie de vous dire que je suis vraiment très heureux d'être ici. Merci. Moi, je voulais juste parler de quelque chose qui sera peut-être abordé dans la table d'après, mais je ne peux pas m'empêcher d'en parler parce que j'avais prévu de le faire. Et pour moi, c'est un exemple typique. Quand on parle de matérialisation, dématérialisation, qui est du tri social, on ne peut pas ne pas penser au remplacement des cours de français par de l'intelligence artificielle pour les étrangers. On a attaqué avec le Secours catholique et la CIMAD le marché qui donne à une application la possibilité de donner des cours de français dans le cadre du marché de l'OFI, alors qu'au même moment, on augmente les niveaux demandés pour l'obtention des papiers. On remplace des humains par des machines, par de l'IA. C'est vraiment, là encore, un choix politique qui est particulièrement scandaleux. Évidemment, pour nous, on n'est pas contre la dématérialisation en soi,
on est contre une dématérialisation unique et contre une dématérialisation qui fasse un tri social, et c'est ce qu'elle a été jusqu'à présent. Il faudrait qu'elle redevienne, qu'elle devienne un levier d'égalité, de proximité, de confiance, et voilà. Mais ça nécessite effectivement un courage politique pour que l'humain reste au cœur de ce qu'est le service public. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment l'enjeu de ce colloque et des suites qu'on pourra lui donner. Merci. Delphine, vous vouliez dire un dernier mot? Juste l'énumération par Christophe des dates de mobilisation du mois de septembre me fait juste vous dire que la semaine prochaine, samedi 11 octobre, voilà, il y a la mobilisation du mouvement associatif. Oui. Donc c'est tout le mouvement associatif qui, à un moment donné, apporte un peu sa pierre, on va dire, aux alertes et aux interpellations du moment, pour dire ça suffit, pour dire que les associations sont en grande difficulté. Et donc à Paris, il y aura un rassemblement avec un village plein d'assauts qui seront présentes, etc., à 14h, place de la République. Voilà. Merci beaucoup à tous les quatre pour ces interventions et cette table ronde. Je confirme aussi le caractère transversal et unificateur en fait de cette bataille pour la préparation de ma proposition de loi. J'avais fait une mini tournée aux quatre coins de la France, des petits bourgs aux grandes métropoles, et une des choses qui est vraiment systématique, c'est que, y compris quelle que soit la condition sociale, la question des services publics, tout le monde est d'accord là-dessus, et y compris à l'expérience personnelle ou de famille de ces difficultés liées à la dématérialisation. Et c'est vraiment un élément où on retrouve des gens, y compris, qui sont absolument pas, ou s'identifient pas, ou de gauche, ou telle étiquette, qui sont d'accord, en fait, sur ce sujet. Et donc, le potentiel de mobilisation et d'unification positive autour de ce sujet est extrêmement fort. Merci beaucoup à vous d'avoir apporté vos éclairages, vos expertises. Et on va laisser tout de suite la place à la deuxième table ronde pour pas trop déborder. On va enchaîner. On avait prévu une petite pause, mais on va, je pense, enchaîner directement.